Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. On va parler football olympique de Marseille, on va parler du match de l'Olympique de Marseille. C'était face à Naples hier, dernier match de préparation de l'été. On parlera mercato, on parlera aussi des jeunes de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur eux cette saison? Certainement. On en parle avec qui? Avec Nico qui est avec nous. Salut, et respire. On en parle avec Mourad qui est avec nous. Salut Benjamin Courbe. Ça va Mourad? Ça va Benjamin Courbe. Ça va Nicolas? Ça va très bien. Vous êtes prêts à parler mercato ou pas? Toujours. Encore un petit peu. Toujours. Un petit Parce peu, mais que moins dans maintenant. cette émission, on vous le dit, il y a de la pépitas. On va parler pépite. On dit Non Wonder Vite fait, Kid. quoi. Quoi? C'est pas une pépite lui. Pourquoi c'est pas une pépite? C'est un Wonder Kid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un... You don't speak English? Ah oui, enfant, ah ouais. Un enfant merveilleux. On va parler d'abord de Naples, c'est ça? Voilà. Naples. C'est tout de suite. L'Olympique de Marseille qui a donc perdu hier soir face à Naples, une défaite 1-0. Peut-on tirer des enseignements de ce match? C'est la question que je vais vous poser, mais d'abord, on va écouter. Je bouge beaucoup, mais Ouais, c'est vrai que- C'est bien. Eh oui, on m'a dit, il faut beaucoup bouger les. Non, mais tu le fais naturellement. C'est vrai. Donc d'abord, on va écouter André Villas-Boas à ce sujet qu'on avait interrogé. Mourad l'avait fait, c'était en conférence de presse. Il avait répondu à la question, c'est maintenant. Vous terminez dimanche vos matchs amicaux avec la réception de Naples. Ces matchs amicaux qui sont de plus en plus médiatisés. Quel est votre point de vue sur ces matchs amicaux? Parce qu'on commence de plus en plus tôt à juger les équipes et notamment sur ces matchs amicaux. Est-ce que pour vous, ce sont des vrais matchs qui donnent des indications ou alors des entraînements améliorés ou... Oui, je ne sais pas. La pré-saison et la pré-saison. J'ai tous gagné mes matchs de pré-saison avec Chelsea et ça finit comme ça finit. À Porto, j'ai perdu 2 matchs au Parc des Princes et il était la fin du monde. Et j'ai gagné 4 trophées. Ça veut dire rien à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec André, messieurs? Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on peut difficilement tirer des enseignements des résultats de ces matchs-là. Par contre, dans le contenu, on voit certaines choses positives et négatives, sans pour autant tirer des conclusions générales sur la façon dont l'OM va jouer. On a des petits enseignements sur tel joueur semble mieux à ce poste-là, le petit Chabrol, il a montré des choses sympas à notre poste, tel joueur va mieux, tel joueur est toujours aussi mauvais. Je ne parle pas d'Amavi. Ah si. Voilà, donc ce genre de choses. Donc Ouais. oui, ça permet de se faire une petite idée, mais pour autant, Mourad, je pense pas qu'il va encore rappeler la même histoire, mais tu as des saisons où tu gagnes tous tes matchs amicaux et tu te plantes derrière, et tu as des saisons où tu gagnes tous tes matchs amicaux, tu te sens fort, et puis tu te plantes derrière. Donc, En fait, non, tu ça peux peut dire tirer autre des tout petits enseignements, comme quand l'an dernier, avec Rudy Garcia, on avait vraiment fait une campagne désastreuse. catastrophique. Et qu'on se disait, bon, il ne faut pas trop en tirer d'enseignements et tout. Bon, on a vu, a posteriori, qu'il y avait des signaux d'alarme qui étaient déjà là. Donc là... Est-ce qu'il y en a là? Là, pas trop, parce que Glasgow, c'était tout pourri. Jean-Charles ici nous avait dit c'est le 3e match amical. Les 3e matchs amicaux, c'est toujours ceux qui sont les plus difficiles. Donc en effet, bon voilà, c'était normal. Après, c'est devenu franchement potable. Et hier, voilà, après, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, on a tenu tête à un Grand d'Europe. Je pense pas trop. Non, on a tenu tête en amical à un Grand d'Europe. Après, sinon, enfin, Tenu il y a un tête, Grand vraiment? d'Europe. Si on parle du match là, t'as joué 20 bonnes minutes, 10 minutes au début, 10 minutes à la fin, et le reste du temps, je trouve que Naples tombe bien baladé quand même. deuxième période, il n'y a pas eu grand-chose de la part de... Après, tu sens que le bloc est en place, quand même, qu'il y a des idées devant. Moi, j'ai eu quand même un peu peur, faut dire, quand tu vois Mandanda capitaine et Payet attaquant de pointe, je dis, oula, il y a Rudy qui est revenu ou... Qu'est-ce qui s'est passé voilà, en fait, Attends, non, Payet c'était le capitaine de Rudy. Non, mais Payet, il avait mis une fois en attaquant de pointe quand même. Mais justement, juste par rapport à cette compo, c'est pour ça les amicaux, c'est pour tester des trucs. Donc il a testé des trucs, il a testé Payet faux neuf, bon pourquoi pas, après... Il y a Benedetto qui arrive, donc ça ne devrait pas... Est-ce que par rapport à ça, est-ce que Germain peut se poser déjà des questions sur sa saison? Non? C'est un peu inquiétant peut-être pour lui, non? Il a joué mi-temps. Il a joué une mi-temps, d'accord, mais bon... Villas-Boas, en conférence de presse, il a dit j'avais prévu de le faire jouer 45 minutes. Donc ces 45 minutes, il les a eues en deuxième période et je voulais tester Payet à ce poste-là. Logiquement, dans un contexte de match amical, pourquoi pas, voilà, son discours se tient. Et comme il ne faut pas tirer trop de conclusions là-dessus, je pense qu'on est là-dedans, quoi, voilà. Après, Germain, je pense que s'il y a des questions qu'il faut qu'il se pose
sur sa pré-saison, c'est plutôt de ne pas avoir marqué un seul but, d'être hors de la surface lorsque ses coéquipiers finissent les actions, ce genre de choses. Et pas toucher le je ballon. pense que ça, Villas-Boas, ces questions, il se les pose. Alors, quand on a une équipe qui est quasiment inchangée, comme c'est le cas cette saison pour l'instant, et qui n'a qu'une seule recrue. Et qui ne sera pas titulaire a priori. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en mesure justement de tirer plus d'enseignements justement que quand il y a beaucoup de changements où il faut laisser le temps aux recrues de s'acclimater. Là, on connaît déjà les joueurs, donc on peut se dire bon, au final, on voit les mêmes points faibles que la saison dernière. On voit Mais pas que. Est-ce qu'on voit ça aussi ou pas d'autres. Tu vois certaines carences comme la saison dernière. Moi, je trouve qu'en termes de moments de pressing, tu en as plus. Tu sens qu'en termes d'animation, jeu vers l'avant, le surnombre est plus important, moi, je trouve. Les joueurs se projettent plus vers l'avant. Et après, tu as des joueurs, même Payet, qui pour moi fait pas non plus un grand match hier, même s'il touche beaucoup de ballons, il fait quelques passes superbes, il a quand même beaucoup croqué, mais il se bouge. On s'est fait la réflexion au début de match. Il a plus couru pendant 10 minutes que ce qu'il avait fait sur des matchs entiers. Strootman aussi, c'était intéressant. Il redescendait pour la relance, la fameuse relance volpéenne de la Volpe. Le sélectionneur mexicain, il redescendait entre les deux centraux, donc il aidait à la relance et il a aidé au pressing. Donc c'était intéressant de voir Strootman avoir des consignes tactiques bien prédéfinies et il les appliquait plutôt bien, donc c'était pas mal avec sa hargne, tout ça, machin. Donc après, c'est des mini-enseignements, on va voir contre Reims. En fait, tout ça, tu peux tirer des mini-enseignements, mais ça ne vaudra rien face à 10 minutes contre Reims. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'on voit déjà la patte Villas-Boas? Vous le sentez un petit peu C'est sur ce qu'on dit, il y a certaines choses où on voit des différences. On peut souligner aussi le petit Chabrol qui est repositionné dans un rôle plus axial au milieu de terrain, qui n'a pas peur, qui a vraiment joué sa chance à fond. Quand l'OM a un peu eu le ballon au début de match, il était assez intéressant. Et ça montre que du coup, là, on avait Strootman avec Sanson et Chabrol, et ils se projetaient beaucoup, et avec les ailiers plus le faux neuf, il y avait du monde qui se projetait devant. Donc ça, on voit la différence par rapport à Rudy Garcia qui, j'ai l'impression qu'il disait, donnez la balle à Thauvin, il se démerde et on verra comment ça se passe. Mais c'est flagrant ça, Mourad? On le voit vraiment ça? Tu dis entre l'équipe de... Je le répète, c'est les mêmes joueurs. C'est par il y a séquence. exactement les mêmes joueurs sur le terrain. Est-ce que sur le jeu, peut-être les consignes tactiques, sur les tout ça. 10 premières minutes, tu voyais vraiment des choses différentes. Genre ce truc de Strootman qui redescend entre les deux centraux pour relancer. Ce truc du pressing aussi, parce qu'on a vu qu'on avait pressé très haut. Après, c'est pour ça que tu peux voir des choses comme ça, mais il faut que ce soit confirmé dans les vrais matchs. Parce qu'on a vu aussi que dès que Naples a réussi à contrer ce pressing, comme la plupart des équipes françaises, on s'est replié derrière, on s'est dit « Oh merde, ok, on arrête de faire des conneries comme ça ». Donc il faut voir si justement ça perdure dans le temps, dans un match officiel. Et après, il y a des trucs qui étaient des tests aussi, genre Payet, c'était un test de le mettre là. Donc, est-ce que... C'est difficile les matchs amicaux, il faut pas... Tu vois des petites choses, des petites choses, mais ça vaut rien comparé à ce que tu vas voir contre Reims, qui sera un vrai match, un match officiel où là, il y a un véritable enjeu. À la fin aussi, à un moment, Villas-Boas a utilisé le mot « c'est un dernier bon entraînement » pendant sa conf. Donc c'est un peu ça, mais le problème, c'est que comme ces matchs, ils sont de plus en plus surmédiatisés parce que il faut tout monétiser dans le football aujourd'hui. On commence à tirer des enseignements de fou. Genre on dit Naples ils ont battu Liverpool, on se dit est-ce que ça veut dire que Naples va faire une meilleure saison que Liverpool? Liverpool l'an dernier ils ont battu Naples en poule de Ligue des Champions. Enfin ils avaient perdu à l'aller, ils ont gagné au retour et Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Enfin c'est les vrais matchs, les matchs amicaux, ils portent leur nom quoi. Ce sont des matchs amicaux. C'est pour préparer le truc. Le résultat, on s'en fout de la défaite, 1-0, etc. Après, tu peux quand même te dire que Jordan Amavi, c'est toujours compliqué à gauche. Voilà, tu peux te dire que Germain, quand il rentre, il joue 45 minutes, il doit toucher, je sais pas, 3 ballons. Il y a plein de choses où tu te dis, là tu retrouves par contre des défauts que tu avais déjà avant. Et là, tu te dis ça, il n'a pas réussi à le corriger et il va devoir le corriger en changeant les joueurs, je pense. Mais voilà, c'est des mini-enseignements et ça vaudra pas grand-chose si contre Reims, ils jouent en contre, tous derrière. Et puis là, par contre, tu pourras tirer un véritable enseignement de ce que Villas-Boas va faire contre Reims. Là, c'est des prémices, en fait. La pré-saison, c'est des prémices. Et on attend le vrai match. Moi, je suis impatient la semaine prochaine. Et
Voilà, faut pas tirer trop d'enseignements de matchs amicaux. Et voilà. Et moi, j'aime pas non plus trop le fait qu'ils soient surmédiatisés tous ces matchs amicaux, parce que j'ai aussi peur qu'un jour, en fait, les joueurs, ils aient même plus le temps de se préparer, que ces matchs amicaux, ça va devenir des grands rendez-vous, etc., parce qu'il faudra faire plein de thunes. Et voilà, les joueurs n'auront plus le temps de se préparer, ce sera pas bon pour le football. Après, j'ai l'impression que c'est surmédiatisé par le club, mais que je sais pas si ça a bien pris. C'est quand même à 21h sur Canal+. Non, mais d'accord, parce que l'horaire, etc., il y avait du monde au stade, mais c'est le moment où il y a beaucoup de touristes. Après, tu vois, j'ai l'impression que voilà, les gens aussi, ils n'en ont pas fait une montagne de ce match-là. Alors, il y a un enseignement quand même, c'est Mandanda, capitaine, ça a été confirmé. Vous en pensez quoi au final? Bon, on s'y attendait, ça se joue entre lui et Gustavo. Non, mais après, Mandanda, on sait très bien que ça a toujours été le capitaine historique. Il a très mal vécu. Rudy Garcia ne lui redonne pas le brassard quand il est revenu d'Angleterre. Après, bon, je pense que c'est un bon choix. C'est un leader, on sait que c'est un leader, il connaît très bien le club, etc. Mais moi, si j'avais eu à choisir, j'aurais pris Gustavo, qui représente autre chose, qui a une autre mentalité, etc. Après, c'est le choix du coach, et je pense qu'il a fait un choix un peu consensuel qui va très bien à tout le monde, y compris à Mandanda. Mourad, pas grand chose à rajouter. Non, mais c'est vrai que je l'aurais donné à Gustave aussi, peut-être pour lui faire plaisir, parce que c'est... Après, on sait que ça lui tenait vraiment à cœur, ce brassard. Voilà, ça tient beaucoup à cœur à Mandanda. Après, je suis d'accord avec tout ce que Nico a dit. Je rajouterais que Mandanda, hier, je l'ai trouvé bon, donc il a fait au moins un bon arrêt sur Insigne, il a fait 2-3 belles parades. Et puis, sur Younes aussi, une tête en deuxième voilà, et puis j'ai trouvé plus réactif sur des ballons qui traînaient un peu dans la surface. Il se bougeait un petit peu, donc j'espère que c'est bon signe, parce que l'an dernier, il nous a plus coûté de points qu'il nous en a rapporté. Donc j'espère qu'il va être bon, et puis qu'après, il tirera sa révérence de manière, comme il le mérite, et qu'on passera ensuite à autre déjà chose. L'année prochaine? Non. Mais il est en fin de contrat. Ouais, il est en fin de contrat. Tu peux le prolonger aussi. Ouais, allez, passe à la suite. Juste pour terminer sur Mandanda, on l'a retrouvé aussi avec le sourire. On ne voyait pas beaucoup la saison dernière en zone mixte, après les matchs. Bon, il traçait vite, souvent par des portes un petit peu dérobées. Là, il a pris le temps encore avec les supporters, longtemps après le match, souriant. Donc c'est peut-être aussi le brassard de capitaine. Je pense que oui, bien sûr, ça joue. En tant que capitaine, déjà, il est obligé d'y aller. Et il y a des petites polémiques là, sur les réseaux sociaux sur le fait qu'il était fit ou pas au niveau du bid. Il n'a pas mon bid, Mandanda. Je l'ai vu hier en zone mixte, il est bien. Allez, on parle mercato. C'est tout de suite les dernières infos et rumeurs. Allez, la dernière rumeur mercato. Enfin, c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur parce que sinon c'est pas sympa pour nos confrères de la Provence. C'est une information et c'est une information donc de la Provence qui est tombée dans la nuit et puis ce matin donc dans le journal. L'Olympique de Marseille serait sur le jeune Ryan Sessegnon, 19 ans, Fulham, qui peut évoluer dans tout le couloir gauche si je me trompe pas. Et c'est un très jeune espoir. Alors, la cote transfert market, on sait que c'est très important à l'Olympique de Marseille. On respecte vraiment cette cote-là. C'est 30 millions d'euros quand même. Alors, on se dit, bon, il n'y a plus d'argent à l'Olympique de Marseille. On se dit, c'est compliqué quand même d'aller s'attaquer à de tels dossiers. Nico, tu penses quoi, toi, de cette info? Alors, déjà, nos confrères de la Provence, ils expliquent que c'est plutôt un coup qu'aimerait tenter l'OM. C'est-à-dire que là, on sait très bien que Fulham, là où il y avait Zambo Anguissa, a été rétrogradé en seconde division anglaise. Et donc lui, c'est vraiment la pépite du club. Et donc il veut partir. Et sa priorité, c'est de rester en Angleterre et en Première Ligue. Tottenham serait sur le coup. Mais vu que le marché anglais, il ferme jeudi, l'OM, ils se disent, si ça ne se conclut pas avec un club anglais, ils aimeraient sauter sur l'occasion pour récupérer Sessegnon. Et ils seraient prêts à mettre 15 millions d'euros quand même. Donc pour une équipe qui n'a pas d'argent... s'ils ont 15 millions à mettre sur Sessegnon, c'est qu'ils en ont quand même un petit peu. Et par contre, Fulham, ils en demanderaient 20. Donc il y aura encore un différentiel. Bon, après, ça semble vraiment le pari de se dire si on peut le choper parce que le mec il se retrouve un peu coincé, on peut faire un truc sur un jeune talentueux sur lequel tu pourras faire une grosse plus-value plus tard. Je pense que là, ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'avait défini Jacques-Henri Hérault avant de prendre Alvaro Gomez, je fais ta blague avant toi, Gonzalez à 29 ans et Benedetto 29 ans. Mourad, ça t'inspire quoi? Ça te plaît, toi En fait, ça m'inspire qu'il est ultra urgent de recruter un arrière-gauche, que ça devrait être la priorité depuis 1 an et demi et le mercato d'hiver 2017-2018. Donc,
pourquoi pas. Après, je ne connais pas personnellement Ryan Sessegnon. Je connais plutôt Stéphane, malheureusement. Et je ne sais pas, oui, sur le profil paraît intéressant. Mais oui, après ça coûte cher. Après, si c'est 15 millions et que c'est quelqu'un qui est vraiment très bon, qui donne des garanties, que tu peux ensuite revendre à un club de première ligue pour 50 millions dans un an parce qu'ils ont plein de thunes et qu'en plus il est anglais, ça paraît sur le papier. C'est un joueur anglais qui flambe derrière. Ouais, sur le papier, ça paraît cohérent. Après, je ne connais pas le joueur, je ne connais pas ses qualités. Il est quoi? Il est international U20 anglais, c'est ça? Non, je crois qu'il a même été sélectionné à 10 reprises avec les grands, non? Il a été sélectionné? Non. Ok, je sais pas, je ne connais pas du Alors, tout. Ce qui est étonnant, c'est que là, on parle d'un transfert. L'OM serait prêt à mettre 15 millions d'euros. Et la semaine dernière, on évoquait plutôt un prêt d'un joueur qui a à peu près le même profil, très jeune, au Barça. Juan Miranda. Juan Miranda. Et là, c'était plutôt un prêt... sans option d'achat. Sans option d'achat. Le Barça, ils en veulent 15 aussi, je crois. Bon, tout ça, c'est des bonnes nouvelles parce que ça veut dire que c'est deux joueurs que je ne connais pas. Donc, après, attends, mais ils vont arriver, ils vont être nuls et je vais me dire, comme d'habitude, passer toute la saison à leur gueuler dessus. Mais s'ils sont bons, enfin, déjà, après, c'est pas parce qu'un joueur est plus âgé qui donne plus de garantie. Donc, ça tombe, on prend un plus âgé, ça va être nul aussi. Donc, après, la bonne nouvelle, c'est que Sessegnon et ce Miranda, il rentre dans ce que Jacques-Henri Hérault avait promis, c'est-à-dire des jeunes qu'on va valoriser et qui sortent de bonnes écoles, qui ont déjà quelques petites références et qui font que tu te dis, bon, c'est des paris, ce sont des vrais paris à tenter. Mais le truc, c'est qu'il faut après, il faut réussir à bien négocier, à les tenter pour pas trop cher. Alors, quand tu as un joueur qui est vraiment en grande difficulté, qui est titulaire aujourd'hui, c'est Jordan Amavi, et qui est en grande difficulté depuis longtemps maintenant, on ne sait pas s'il va réussir à retrouver... Mais il en est conscient. à retrouver il a du mal un niveau vraiment acceptable à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est pas dangereux, comme doublure, de prendre... Non, mais ça serait pas forcément une doublure, du coup, je pense. Ou en titulaire, enfin en numéro 1 bis, ou ce que tu veux, en concurrent, mais d'avoir un joueur sur lequel tu n'as aucune garantie non plus, quoi. Non, mais d'accord, mais tu n'as aucune garantie sur aucun joueur. Si tu prends, je sais pas qui, mais un joueur... Si tu prends qui un joueur expérimenté, j'en sais rien, de Ligue 1, ou... Je parlais avec... j'ai un ami guingampé, figurez-vous, il travaille à Marseille. Tu vois, un espèce de abonnez-vous à Marseille. De Morel, à l'époque. Là, tu sais que le mec, Morel, il a été nul. Il a été nul. Non, alors, pas Morel. Une espèce de Bonnard. Et ben on a pris Bonnard. Je sais pas pourquoi je pensais à Bonnard. En fait, une espèce de Bonnard où tu vois, là, t'es sûr. Mais non, t'es pas sûr. Mais non, t'es pas sûr. Ça t'offre quand même plus de garantie. Mais non, c'est ça, c'est le n'importe quoi. Parce qu'en mercato, on veut faire croire qu'on est sûr. On est sûr de que dalle. Faut arrêter de se mentir. Et pourquoi pas un Azpilicueta? Azpilicueta, il était super bon. En fait, c'est pour ça, tu peux toujours trouver un exemple, un contre-exemple. Donc là, le truc, c'est plus dans un exemple, un contre-exemple. Quand t'as un mec qui a quand même 400 matchs dans un club, qui est capitaine d'un club et tout. Mais Morel, il a été nul. Gaël Givet, il est arrivé. Moi, j'adorais Gaël Givet, il a été nul. Ça veut aucune garantie. L'OM, c'est autre chose, autre ambiance. Tu sais pas comment le mec va s'imposer. Tu sais pas. Après, c'est forcément, la cellule de recrutement doit limiter les risques, mais tu peux pas te dire, oui, on va prendre un mec expérimenté, il va être meilleur. T'as Grégory Sertic, si tu veux, tiens, il est bien expérimenté, lui, il est meilleur. Ça veut rien dire, il faut pas se baser sur des conneries comme ça. Il faut se baser sur des projets, il faut que ce soit un projet, sur des profils, des projets, que le joueur rentre dans un projet de jeu avec le coach, dans quelque chose sur le long terme. Et là, on n'arrête pas de te balancer des trucs à la gueule. À l'OM, on te dit, oui, on va recruter comme ça, et puis après, on recrute autrement. Oui, on va jouer comme ça et puis après on joue autrement. Donc c'est pas ça le truc important. Et encore une fois, pour un Bonnard, t'as un Morel, et pour je sais pas, pour un Amavi, t'as un Azpilicueta. Donc c'est pas une histoire de jeune, de pas jeune, c'est une histoire de projet. Et puis après, c'est une histoire aussi du joueur, parce que avant que tu l'aies réellement sur ton maillot, tu peux pas savoir ce qu'il va vraiment donner sous ton maillot dans ton contexte. Très bien. Il est bon, Morel, il m'a convaincu en fait. Par contre, par rapport à ce poste-là, on a deux jeunes, on en parlera dans le gros débat après, mais la question va se poser de recruter un U19 parce que les deux là, Sessegnon et Miranda, ils ont 19 ans. Justement, on en parlera après. On en parlera après, mais pour aller plus loin, moi Sessegnon, je l'ai pas vu beaucoup jouer. Ça posera une question par rapport à ces jeunes-là. Je l'ai pas vu beaucoup jouer, mais il a une énorme réputation en Angleterre. Le peu que je l'ai vu, il va très 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 vite.
c'est un dribbleur, etc. Et il peut jouer, donc, comme tu disais, à tous les postes dans le couloir gauche. Donc il pourrait aussi, c'est hypothétique, parce qu'il y a très peu de chances qu'il vienne, il ne faut pas se leurrer. Mais si il faisait ce coup-là, il pourrait aussi venir concurrencer un Radonjic ou etc. un peu plus haut, parce qu'il a, il a les qualités pour jouer aussi plus haut. C'est un dribbleur qui va très vite. C'est les profils qu'on aime aujourd'hui dans le football moderne. Après, donc Cessignon, c'est un joueur qui est un peu coté. Donc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que à l'OM, on recherche un mec qui serait titulaire, quoi, à gauche. C'est ça. Et du coup, non mais ça, c'est l'avantage qu'a l'OM. C'est-à-dire que l'OM, ils peuvent venir en disant. Regarde, nous, on a un... Regarde, nous. Bon, il y a ça. Non, il y a la concurrence, mais tu as 19 ans, tu vas jouer en Ligue 1, titulaire, dans un club à gros potentiel, avec un gros public, avec une ambition de jouer avec des champions. Tu peux lui vendre ça, quoi. Est-ce qu'un joueur qui joue en Première Ligue, bon, il n'est plus en Première Ligue, mais bon, qui a goûté à la Première Ligue. Ouais, mais imagine la Ligue 1, si... ça intéresse les Anglais, la Ligue 1, ils connaissent pas trop. D'accord, mais si à Tottenham, ils lui disent, bon, tu vas venir, tu seras remplaçant pendant 2 ans, le mec, il va peut-être se dire, je tente le coup et après, je reviens par la grande porte en Première Ligue, quoi. Alors on va parler maintenant départ, c'est Strootman qui est encore une fois annoncé en Angleterre, en Angleterre, pas du tout, en Italie, et cette fois c'est l'Inter qui serait prêt à mettre 19 millions d'euros sur Strootman. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'offre là, elle est là. Ça vient de ça vient de la Gazzetta. Gazzetta dello Sport. Donc voilà. Après, est-ce que Strootman jusqu'au bout, elle va y être. De toute façon, c'est même pas la tentation. C'est s'il y a offre, il y a départ. Si l'offre est intéressante pour. Je me souviens pas quand le mercato italien ferme, mais c'est sûr que si tu as une possibilité, de toute façon l'OM, on le sait. Même à 19 millions, je pense que si l'Inter sont capables de payer... tu perds 10 millions quand même en un an. Non mais d'accord, mais ça je pense que l'OM, ils ont conscience de ça. Ils savent surtout qu'ils peuvent économiser le plus gros salaire du club sur 4 ans. Donc c'est surtout ça qu'ils vont calculer. Et si l'Inter est prêt à offrir un salaire qui satisfait Strootman, je pense que même s'il fait une prépa somme toute assez intéressante, je préfère garder Gustavo et laisser des milieux plus créatifs autour de Gustavo. Strootman, en plus, il fait une préparation plutôt pas mal. On se traîne notre gestion désastreuse parce que pourquoi tu fais venir Strootman si c'est pour ne pas pouvoir assumer son salaire un an après? Enfin, on avait déjà fait une émission sur le sujet. Donc je sais pas, parce que là, le moment où il va commencer à être bon, on va dire allez, on te vend maintenant. C'est... C'est la réalité financière du club. C'est désastreux en fait. En fait, le truc c'est que c'est désastreux. D'un autre côté, tu te dis s'il y a un gros salaire à vendre, tu vois, parce que grosso modo, on avait 4 salaires qui étaient très importants. On va rajouter 5 quand il y a celui de Florian Thauvin. Donc tu as Gustavo que tout le monde veut garder, tu as Payet que personne ne veut acheter. Mais que lui veut. Tu as Balotelli qui est parti, et ensuite il te reste Strootman et Thauvin. Donc c'est les deux, tu te dis ils ont un peu une cote, un truc machin, il faudrait les vendre. Après je sais pas, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si ce serait une bonne chose pour lui, pour nous en fait, pour l'Olympique de Marseille. Après c'est sûr que s'il y a une bonne offre, Villas-Boas, tu sens que il sait qu'il peut perdre n'importe qui à n'importe quel moment. Bounassar qui a donné une interview dans l'équipe aussi dimanche, il avait aussi expliqué on se prépare comme si on allait faire la saison ensemble, mais on sait que le club a besoin d'argent. Donc je pense qu'ils savent tous que s'il y a une bonne offre, ils vont être vendus. Après, la question c'est s'ils vendent Strootman, est-ce qu'ils recrutent un milieu de terrain? Après, pourquoi avoir pris Strootman à 500 000 euros, 28 millions d'euros c'est ça en fait. Pourquoi l'avoir pris? On le sait, à la base, c'est un caprice de Garcia qui voulait son joueur. C'est ça qui est malheureux, quoi. C'est qu'en fait, tu te retrouves avec un mec qui te coûte trop cher. Et ce mec, il est sur le point d'être trop bon. Et tu dis, mais il coûte trop cher, donc on va le vendre. C'est désastreux dans la gestion. Je sais pas comment répondre à cette question. Justement, Mourad y répondra jeudi dans sa nouvelle rubrique. C'est ça, Mourad. Voilà. Mourad décrypte. Hashtag Xanax. Pourquoi? Parce que regarde, là, je suis tout déprimé en parlant pas encore. Du tout. Mourad décrypte, ça commence jeudi prochain dans Débat Foot Marseille. C'est une des nouveautés de la saison. Et c'est le vrai nouveau Débat Foot Marseille jeudi. Ouais, exactement. Ça reprend. Ça parlera de quoi, Mourad? De la masse salariale de l'OM, de la mauvaise gestion salariale. De la mauvaise gestion de la masse salariale du club. Encore un truc positif. On est en plein dedans. Et la question que tu posais est intéressante. Si jamais on vend Strootman, il faut recruter un milieu de terrain ou pas? La question c'est, est-ce que Sanson peut faire mieux que ce qu'il a fait hier? Parce qu'hier soir, il n'a pas été bon, Sanson aussi. Donc moi, je pense qu'il faut garder Lopez et s'appuyer sur Lopez, ça c'est sûr.
Mais il y a ce poste-là qui va rester. Donc si Strootman reste, ça sera Strootman. Sinon, Sanson peut jouer à ce poste-là parce que lui, il a dit je suis bien à Marseille. Il a dit hier en zone mixte. Mais j'ai l'impression que Zubizarreta, il a quand même des idées derrière la tête. On sait que Rongier, ça fait longtemps qu'il aimerait l'avoir, mais il pourrait aussi partir en Italie très vite. Il y avait la rumeur Encham, c'est des profils totalement différents. Peut-être qu'il a envie d'un mec aussi un peu plus jeune. Est-ce qu'il veut muscler ce milieu? Est-ce qu'il veut un mec plus technique? Je sais pas. Mais ça serait peut-être intéressant d'avoir du 109 dans ce milieu de terrain. Ça va apporter la créativité. Samassékou a signé à Dortmund, non? Ouais, Samassékou, il a signé. Ouais, ça aurait été le peu, mais bon. Après, je pense que il faudrait quand même quelqu'un parce que là, on voit que Gustavo est blessé. Dans ce rôle un peu de patron du milieu de terrain et de quelqu'un qui... Parce que Strootman, hier, alors encore une fois, c'est un amical, on va pas tirer trop d'enseignements là-dessus, mais c'est quand même... il était quand même un peu dans un rôle d'aiguilleur aussi au milieu de terrain. On voyait, il redescendait, il montait, il était un peu partout. Donc c'était intéressant. Je ne sais pas si Sanson ni Lopez, et surtout, même si j'aime beaucoup Maxime Lopez, je ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Et si Gustavo est blessé, ensuite, c'est qui fait ça? Ça ne va pas être Chabrol ou... C'est pas leur rôle, quoi. C'est pas leur qualité. Donc en effet, ça ne va pas non plus être Rongier, je ne pense pas. La fin du mercato anglais, jeudi, tu l'as dit. Ça peut être fou dans le sens des départs aussi. Ouais, dans le sens des départs, bien sûr. Mais qui est-ce qui est visé? Sanson. On entend beaucoup de gens dire Sanson, Bounassar, Bounassar, c'est... Pour récupérer... C'est de loin, quoi. Attention à Sakai aussi, on ne sait jamais. Sakai qui a été ovationné, ça faisait plaisir par le stade Vélodrome. Impressionnant, hein? Impressionnant la sortie de... C'est là où on voit que le public il reconnaît les joueurs constants qui se battent. S'il y avait eu Gustavo, il aurait été ovationné aussi. Et le troisième, c'était Ocampos, mais il a été vendu. Et puis souvent on entend dire c'est les Sud-Américains tatoués et tout machin qui ont des il n'y a pas de tatouage, il est hyper humble avec des grosses personnalités et tout machin. Lui mais non, mais c'est la réalité du terrain. La personnalité là sur le terrain. C'est le mec humble qui passe 40 minutes avec l'envoyé spécial japonaise en zone mixte. Mais hier j'ai tweeté la photo là avec Amavi qui s'arrête pas et Sakai qui discute pendant 50 heures avec l'envoyé spécial japonaise et je sais plus qui c'est qui disait mais il parle pas toujours français. Mais j'ai dit, on s'en fout en fait. Lui, sur le terrain, il parle en fait. Son comportement sur et en dehors du terrain parle pour lui. Il est humble, il se bat, il est carré. Je pense que si tu avais plusieurs Sakai, l'OM il s'en porterait pas plus mal. Et pour en revenir sur la fin du mercato anglais, en tout cas, c'est sûr que l'impression qu'à l'OM, on attend. Zubizarreta, il en a parlé, Villas-Boas, il en a parlé et reparlé. On a l'impression que tout le monde est vraiment en attente là-dessus. Je pense que c'est attente et peur en même temps. Parce que... Non, je pense qu'ils attendent vraiment le gros chèque en fait. Mais je pense qu'ils attendent le gros chèque d'un côté, mais je pense que Villas-Boas d'un côté, il a aussi peur qu'on lui prenne un joueur qu'il n'a pas envie de voir partir. Donc c'est un peu les deux, quoi. Parce qu'il a dit, on va peut-être en parler d'ailleurs de cette déclaration qu'il a fait hier un petit peu. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission et on va parler notamment des jeunes de l'Olympique de Marseille. S'il n'y a plus d'argent à l'Olympique de Marseille, il va peut-être falloir compter sur eux. On en parle tout de suite, c'est maintenant. Les jeunes à l'Olympique de Marseille, Villas-Boas en a testé un certain nombre pendant la préparation. On va les citer tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que lui aussi a dit pendant toute la préparation qu'il allait devoir s'appuyer peut-être sur eux à certains postes, sachant que tout le monde sait aujourd'hui qu'à l'Olympique de Marseille, il n'y a plus d'argent. Il l'a même rappelé encore une fois hier après la rencontre. Je vais le citer tout de suite. André Villas-Boas qui dit « Nous n'avons pas d'argent, nous sommes un peu en difficulté, tout le monde le savait. On doit maintenant penser aux cessions. J'attends la fermeture du mercato anglais, je pense. » Qu'on ne peut pas faire de grandes choses dans ce mercato, peut-être 1 voire 2 joueurs, j'espère. Est-ce que déjà ce discours-là vous inquiète pour la suite? Je veux dire, parce qu'il parlait de 5-6 joueurs déjà, il n'y a pas... Exactement. Il y a 2 semaines, il voulait 4-5 joueurs. Il y a un problème là quand même, non? Mais parce qu'il n'y a pas de départ. Après, il y a Benedetto qui est arrivé aussi. Oui. Bon, en fait, c'était Benedetto et maintenant on n'a plus d'argent, il faut vendre pour acheter. Là, il parle de 1 à 2 joueurs. S'il n'y a pas de départ, ils peuvent pas. C'est la masse salariale aussi qui joue. S'il n'y a pas de départ, c'est-à-dire qu'ils ont encore quand même une masse salariale assez élevée, ils ne peuvent plus trop rajouter de salaire là-dedans, quoi. Non, en fait, ce qu'il dit, c'est quand le marché anglais il sera fini, je saurai plus ou moins quel effectif j'aurai à disposition. Et par rapport à ça, après, on verra ce qu'on fera. On verra si on peut rajouter 1 ou 2 joueurs, donc des prêts,
des solutions comme ça. Voilà, à moins que tu vendes 160 millions et donc Ryan Sessegnon, hop, les 20 millions, tu les lâches. Tranquille, moukil, mais ça n'arrivera pas. Ça me paraît pas probable. Désolé. Donc si on reçoit pas l'euro million là d'ici jeudi. L'euro Zambo, comme on l'appelle. L'euro Zambo, s'il tombe tu pas. nous manques, Zambo. Ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, est-ce qu'on serait pas en Ligue des Champions si on avait conservé Zambo? Ouais, football fiction. Trop de Rudy Garcia, trop de comptes de Rudy Garcia. Alors, donc si on ne reçoit pas un petit peu un gros chèque, on vient de le dire, il n'y aura peut-être pas trop de mouvements d'ici le 31 août. On va rester avec cet effectif-là et on va devoir compter, s'appuyer sur des jeunes. Est-ce que c'est pas risqué ça pour l'Olympique de Marseille de devoir s'appuyer comme ça, sur des très jeunes joueurs issus du centre de formation quand on sait que l'objectif c'est encore le podium? Ça dépend de la proportion de l'utilisation de ces jeunes-là. On se souvient quand Bielsa est arrivé que pareil, il avait un effectif court en termes de remplaçants. Il avait sorti Sparagna, il avait fait jouer plein d'autres jeunes du centre de formation. C'était pas des mecs qui étaient tout le temps titulaires. Il y en a certains, en défense centrale en particulier, qui avaient été titulaires. Mais sinon, c'était plutôt dans la rotation. Je pense que ça peut aussi être un mal pour un bien si c'est pas trop. Ouais. Si c'est par petites touches, c'est bien parce qu'on donne enfin du temps de jeu au centre des joueurs du centre de formation. C'est un bon message aussi pour les jeunes. Oh les gars, venez à l'OM, vous aurez une chance de jouer un petit peu et de vous montrer. Et si vous êtes bon, vous allez jouer. Villas-Boas l'a expliqué d'ailleurs, il a dit « Un jeune, moi c'est pas compliqué ». Il fait un peu référence à Liadji en disant on ne peut pas exiger du temps de jeu quand on est jeune. Ouais. Par contre, si on est bon, moi le jeune, s'il est meilleur que le titulaire, il jouera titulaire. Donc c'est intéressant ce discours-là, et c'est intéressant qu'il y ait quelques jeunes dans la rotation pour faire monter aussi ce centre de formation. Voilà, ça dépend des postes. Par exemple, il a dit que Perrin serait le 4e défenseur central. Ouais. Donc là, ça veut dire que Rami... Voilà, ça me paraît exactement ce que j'appelle de mes voeux par rapport au centre de formation. C'est-à-dire que Perrin, il va jouer des bouts de match, il va jouer des matchs de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, il va faire quelques apparitions en pro, on va savoir qui il est, on va pouvoir montrer aux jeunes, Lucas Perrin, c'est peut-être pas, c'est pas Samir Nasri, c'est pas Boubacar Kamara, mais il a un contrat pro à l'OM, il joue à l'OM, donc ça c'est important de sortir des jeunes aussi qui sont pas forcément des cracks ultimes. Ça ferait 3 jeunes joueurs sur 4 postes à ce poste-là. Après, c'est que t'as Gustavo qui peut toujours... Et puis tu as été chercher un trentenaire, pratiquement trentenaire, qui est censé aussi apporter de l'expérience, et t'as Sertic qui est censé être là aussi, qui a 30 ans. Mais il le nomme jamais dans les défenseurs centraux. Voilà, donc, et puis hier il est entré en tant que milieu de terrain. Ouais. Mais ça c'est important. Après, Liadji aussi, on peut se dire si Thauvin reste, si tu le mets pas en tant que titulaire, mais qu'il est là et que c'est le joker de luxe, voilà, que c'est le remplaçant de Thauvin. On sait que Thauvin il est plutôt régulier, tu vois, il est pas trop blessé, il va jouer la majorité des matchs. Après, pour le remplacer à 10-15 minutes de la fin, pourquoi pas faire entrer un mec qui a un peu le feu dans les jambes. On sait pas non plus ce qu'il va donner parce qu'il est enthousiasmant, Liadji, mais on sait pas si ça va devenir un crack. On a vu plein des joueurs enthousiasmants, des jeunes qui après surtout à 17 ans. Donc, mais par contre, c'est bien de lui montrer que. Oui, et puis là on le voit sur des bout de match, quoi. Mais c'est ce qu'il lui faut. Oh, mais d'accord, mais Thauvin, toi tu dis il est pas souvent blessé. Mais bon, on sait jamais cette saison ce qui peut arriver. Voilà, on sait méformes, des machins. Oui, mais regarde dans l'effectif, t'as encore un Sarr, t'as Radonjic. T'as même besoin de temps en temps de faire rentrer des joueurs pendant les matchs pour aller chercher des résultats. Et non, mais il a ce profil de joker. Est-ce que si tu comptes sur des jeunes comme ça à des postes importants, doublure de Thauvin, mettre un jeune de 17 ans en doublure de Thauvin. Mais c'est un poste différent, c'est ce qu'on disait. Moi je pense que ces postes offensifs-là, c'est là où tu peux avoir des jeunes pour rentrer dans les matchs. Justement, on leur demande ça, de l'insouciance. Poste offensif, il faut de l'insouciance, il faut de la provocation, il faut créer quelque chose. Donc au contraire, je pense que c'est des profils parfaits pour ça. Le remplaçant de Thauvin, un jeune de 17 ans qui réfléchit pas, qui va dribbler, qui va tenter des choses, obtenir des fautes, faire des débordements, Liadji, pour moi, il a le profil parfait. Après, le problème, c'est que moi, aujourd'hui, on ne sait pas s'il a le niveau. J'ai pas d'assurance sur son profil parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit, qui suivent la réserve, qui m'ont dit il est très bon. Il y en a d'autres qui m'ont dit on s'enflamme, mais c'est pas génial. Donc, je sais pas en fait. Je sais pas entre les euphories et les pessimistes. Je sais pas s'il est très bon. Après, en effet, sur le profil.
tu vois, il faut quand même tenter. À un moment, ces jeunes-là, il faut tenter. Ouais. Après, tu es censé avoir, donc sur les côtés, tu es censé avoir Thauvin, Payet, Radonjic. Donc si ça bouge pas, tu vois, tu as 3 joueurs plus ou moins expérimentés, même si Radonjic, c'est aussi un peu on sait pas non plus. un test, voilà. Mais grosso modo, si tu joues en 4-3-3, donc mais ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Mais si tu as Thauvin, Payet, Benedetto, tu as une ligne d'attaque qui a 28 joueur très blessé. Et t'as Germain, t'as Germain qui est censé être ton remplaçant. Bon, je sais qu'il il plaît pas à beaucoup de monde. Non, remplaçant, c'est bien. Je sais pas pourquoi, mais après, il faut que tu tentes à un moment les jeunes, parce qu'après, si tu les tentes jamais, pour être remplaçant, même tu te dis, ah oui, mais s'il y a le blessé, ben on va pas faire jouer le remplaçant. Ça sert à rien. Ben, dans ce cas-là, tu fais quoi? Par contre, il y a un poste là où c'est peut-être un peu plus embêtant, c'est celui d'arrière gauche, parce qu'arrière gauche, tu as besoin d'un titulaire. En fait, le jeune, si... Et là, il y a 2 joueurs. Ouais, là, tu as deux joueurs. Là, tu as 2 jeunes, donc tu as Rokia et Nkunku. Et là, ce qui est compliqué, c'est que tu vois, par rapport à ça, il faudrait, pour moi, au poste d'arrière gauche, vendre à ma vie, ce qui me paraît difficilement faisable aujourd'hui, acheter un titulaire et après miser sur Rokia et Nkunku. Là, on semble plutôt partir sur ramener un autre jeune qui a plus de potentiel pour concurrencer à ma vie. Après, le problème, c'est qu'à ma vie, je ne sais pas s'il a un futur à l'Olympique de Marseille. Mais là, tu grilles aussi les jeunes. Et là, tu grilles aussi les jeunes. Enfin, inquiétant. Là, ça serait... Le message, il est négatif. Ça serait bizarre. On sait déjà que l'agent de Nkunku s'est exprimé dans les médias, donc c'est de notoriété publique. Mais lui, le message, il se dit, attends, tous les jours, je vois des rumeurs mercato de l'Olympique de Marseille qui visent des jeunes joueurs à ce poste-là, et le nôtre, il est là, il est prêt à signer. Et c'est quoi le message ? Et après, c'est un peu le problème de l'OM depuis longtemps, ça, d'acheter des joueurs. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. C'est intéressant parce qu'effectivement, ce poste-là, c'est pas vraiment un poste de mec qui va rentrer 10 minutes. Là, c'est vraiment. Si tu veux un titulaire. Tu veux un titulaire. Et, ou tu veux un mec, en tout cas, qui veut virer le titulaire qui est pas bon. Le truc qu'il y a, c'est que tu as 2 jeunes. Bon, Rokia, on peut se poser la question. Il a été prêté à Sochaux, il avait fait quelques matchs sympas, il s'est blessé. De ce qu'on voit, on voit qu'il a des carences énormes en défense. Pour un latéral gauche, c'est problématique. Nkunku, moi je ne l'ai pas suffisamment vu pour avoir un jugement définitif. Mais limite, si je vais choisir entre Roca et Nkunku, je miserais plus sur Nkunku. Moi, Roca, il faut qu'il aille encore en prêt. Moi, je le prêterais Roca directement en Ligue 2. Il faut qu'il joue, il faut qu'il se forme à ce poste de placement, les placements, fermeture, etc. On sent qu'il n'est pas prêt. En fait, il faut faire des gestes forts aussi dans la gestion de l'effectif. Parce que faut trancher. Quoi. À l'OM, on a l'impression... Recruter un jeune joueur, 19 millions d'euros, de 18 ans, ça serait un geste fort, mais pas dans le bon sens. Hein. Mais parce qu'après aussi, il faut faire un geste fort dans le sens où Roca, tu lui as fait signer un contrat pro il y a combien? Parce qu'il signe, il y a plus d'un an qu'il est pro. Le mec, tu le fais jamais jouer, tu le prêtes. Tu fais des gestes forts dans ce sens-là. Par exemple, je parlais d'un joueur dont personne ne parle parce qu'on s'en fout. C'est les mecs. En fait, à l'OM, il y a plein de joueurs. Ils sont là, on s'en fout. Ils sont là tous les ans. Bon, c'est pas grave. Et puis de temps en temps, tu les prêtes. Ils sont là, genre Khaoui. Donc Khaoui, quand il part à 3. Il marque, il est impliqué au moins sur une bonne dizaine de buts, passes décisives, tout ça. Après, à la fin de la saison, il joue plus. Mais il fait une bonne petite saison. Et tu sais qu'il n'a pas réellement le niveau pour s'imposer à l'OM. Mais tu fais un non-choix, comme d'habitude. C'est-à-dire que tu dis, on le reprête. Après, son autre prêt, il se passe pas mal. Il se passe plutôt mal. Il revient. On va le reprêter. Et à un moment, l'an dernier, quand il avait fait une bonne saison, qu'il n'a pas trop le niveau, tu le vends. Et c'est comme ça aussi que tu gères réellement un effectif. À l'OM, on ne fait que des non-choix. C'est-à-dire qu'on fait, on attend, on va voir, et puis après on est à la merci du marché. Florian Thauvin, vous voulez plus l'acheter maintenant. Il faut faire des choix à un moment. Et c'est là, sur le poste de latéral gauche, moi je pense qu'il faut faire des choix forts. Et en fait, ça m'étonne qu'on ne se rende pas compte de l'urgence à ce poste, parce que je sais que j'ai dit qu'il fallait pas tirer d'enseignement sur les amicaux, mais vraiment, pourquoi pas aller chercher des jeunes, etc. Même Cessignon, après le truc c'est qu'il a l'air d'avoir ça a l'air d'être plus qu'un jeune lambda, quoi. Mais à ma vie, il faudrait chercher à le faire sortir, quoi, en fait. Même pour sa carrière à lui, à l'OM, ça passe plus. Lui, par contre, il s'est fait siffler très très fort. Et il arrête pas de tomber, quoi. Il arrête pas de creuser. Donc même pour sa carrière à lui, il faut le faire sortir. Et pour l'équipe, il faut le faire sortir. Mais on va le garder jusqu'à la fin de son contrat. Et puis après, il ira, je sais pas. Il faut gérer aussi les jeunes qui sont derrière. Alors, il y a d'autres postes aussi. Il y a d'autres jeunes pour lesquels il y a peut-être moins de place à prendre. Je pense notamment
Ali Abdallah Mohamed. Là, c'est compliqué pour ça. Je sais pas. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que là, tant que Liadji, on ne sait pas trop, parce que Liadji, il faut rappeler qu'il n'a pas signé son contrat pro. Sarr, il joue presque plus en doublure d'ailier droit que de latéral droit. C'est parce qu'il n'y a pas Thauvin. Non mais d'accord, mais il jouait aussi déjà les remplaçants de Thauvin avant que Thauvin se blesse. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'on peut se dire que Sarr, il va peut-être jouer sur les deux postes, et donc il y aurait peut-être un poste de deuxième et demi à droite qui peut... Parce que lui, par contre, le peu qu'il a joué, moi je l'ai trouvé costaud. Ouais. C'est vraiment un latéral gauche assez solide. Sur le peu que j'ai vu, ça mérite d'être vu en tout cas. Ça mérite d'être dans la rotation, latéral droit, Ali Mohamed. Et pour revenir à Ali Hadji, où tu disais oui, mais un jeune de 17 ans, je l'avais oublié, mais Nico vient d'en parler. Bouna Sarr, il peut aussi remplacer Thauvin. Alors c'est pas flamboyant, mais il fait le taf, quoi. Si tu veux juste un remplaçant expérimenté. Ouais, il fait le taf, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire des changements, le niveau de ton équipe, il va baisser. Mais c'est pour ça que je te dis, d'un cran, que ce soit en cours de match ou on l'a bien vu hier, à chaque fois que tu enlèves un joueur. Sauf si tu as un bon collectif. Sauf si ces jeunes explosent et ils deviennent bons. Oui, après, sauf que quand à Lyon, il lance Tolisso, les mecs ils doivent se dire c'est qui ça. Je me souviens, j'ai des potes lillois, quand ils lançaient Eden Hazard, ils se foutaient de sa gueule. Ils disaient ils pensaient de Thierry Hazard, le chanteur machin là. Et tu n'étais pas content après quand t'as lancé Eden Hazard. Bon, après Eden Hazard, c'était un crack, ok. Et bon, c'était Samir Nasri, ce genre de profil-là. Mais si tu les lances jamais, les jeunes, tu n'auras jamais de bonnes surprises. C'est pour ça que tu vas les recruter à 20 millions. Si tu vends Sarr, moi je dis Sarr, s'il y a une offre, vendez-le. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Sarr. Moi, Sarr, je pense qu'il a des carences défensives, encore une fois, qu'il compense par la vitesse, mais ça ne suffira pas pour faire une carrière. Tu as un bon jeune à ce poste-là, là tu peux un peu miser sur lui, quoi. Ouais, mais tu peux avoir 4 jeunes dans ton effectif pour faire la rotation si tu en as un à gauche, un à droite, un milieu offensif, Pourquoi pas Parce que c'est des jeunes qui n'ont jamais joué professionnel, en fait. Non mais d'accord, mais Sparagna, il joue professionnel. Il y en a un qui a 17 ans, l'autre qui a 18 ans. Pourquoi peut-être que ça va fonctionner sur une saison, sur toute une saison, tu vois. Est-ce que tu as que déjà, on l'a dit, Radonjic, on ne sait pas ce que ça va donner non plus. Mais tu n'as pas que ça. En fait, le truc, c'est que tu n'as pas que ça et que tu as misé que sur l'expérience et que tu en as plein aussi des joueurs d'expérience. En fait, tu peux te faire un 11 avec des mecs qui ont au moins 30 matchs de Ligue 1, enfin beaucoup plus en règle générale, parce que je pense à Camara et Tchaleta de ça, mais tu as un 11 avec déjà des mecs d'expérience. Après, tu as un banc où tu vas aussi avoir au minimum 4-5 mecs d'expérience. Après, pourquoi pas que les 2-3 derniers, ce soient des très jeunes. Parce qu'il faut que c'est ça, miser sur la formation. C'est que Perrin, ce soit ton 4e défenseur central. C'est que ce ne soit pas Grégory Sertic enfin, c'était un truc complètement hypothétique. Mais et en faisant ça, on peut avoir l'ambition de finir sur le podium. Lyon l'a fait. Monaco l'a fait. Après, nous, on se fait dépasser par des équipes qui font jouer des jeunes, Lyon mais on se dit pas de la même façon. Pas de la même façon. Ils l'ont fait bien pire. Ils ont fait bien pire. Attends. Ils ont mis autant de jeunes comme ça. Boum. Pire. Allez, c'est à vous. Pire. Sincèrement pire. Je me souviens du PSG Lyon ou Lyon PSG quand le PSG gagne son premier titre avec Ancelotti et tout. Regarde le 11. T'avais des Guézal, des mecs, tu savais pas ce qu'ils valaient, etc. T'avais pire, c'était bien pire. Non, Lyon, ils ont balancé pas combien d'années chaque année. Ils avaient... Après, leur centre de formation est meilleur. Après, ils étaient dans une période de transition. Et maintenant, ils en ont peut-être un peu moins, etc. Mais ils en ont quand même 3-4 toujours sur le banc. Ils ont toujours des mecs qui se disent, on va les faire jouer, etc. C'est ça, miser sur la formation. Après, il faut que tes jeunes ils soient bons. Mais c'est ça, miser sur la formation. Mais il faut aussi que tu aies un coach avec une identité de jeu, que le collectif, que tes mecs d'expérience, qu'on les a, les mecs d'expérience. Je parlais de Lyon, par contre. Et donc, non, mais là on a Villas-Boas, donc on compte aussi sur lui pour mettre en place vraiment un jeu affirmé et que du coup ces jeunes-là ils rentrent dans ce système-là. Si le système il est bien compris par tout le monde, qu'il y a des tauliers qui tiennent la baraque, les jeunes ils ont plus de place. Allez, on termine juste avec un dernier nom, c'est Filippono. Et Chabrol, attends, parce qu'on n'a pas parlé de Chabrol. Si, on a parlé de Chabrol. Non, on n'a pas parlé. Bien sûr qu'on a parlé de Chabrol. Parce que Chabrol, il a été excellent. Tu en as parlé? Non, on en a parlé quand on a parlé du match, mais pas... Tout à fait. Parlons de Chabrol, s'il vous plaît, messieurs. On n'en a pas parlé dans cette émission. Chabrol, c'est le préféré de Villas-Boas, déjà. Il en a parlé déjà 2-3 fois. Du coup, on va parler des deux en même temps. Parce que... C'est le même poste. C'est à peu près au même poste que ça va se jouer. Et c'est à des postes où il y a beaucoup de concurrence. Donc, est-ce qu'il ne faut pas les prêter peut-être ces deux-là? C'est très bien. Enfin, c'est très bien. Là, par exemple, Chabrol, voilà, tu vois, c'est ce que les jeunes, il faut miser sur eux, mais pas les cramer. Donc, c'est ça, que Perrin soit le 4e défenseur, que Chabrol soit le 5e défenseur, milieu axial, où il peut aussi un peu jouer sur un côté. Si t'es 5e, à la base des matchs, tu vas pas beaucoup en jouer. Hein. Mais tu vas déjà en jouer.
Ouais, et c'est déjà bien si t'es jeune. 3-4 dans la saison, est-ce qu'il ne faut pas mieux peut-être le prêter? Non, pas tout de suite. Non, Pas les deux. blessures, Pas les deux. Il faudra choisir. trucs, Chabrol, c'est un ailier droit à la base. Il joue dans le couloir. Et là, Villas-Boas, il a recentré, il le fait jouer 8 à gauche dans le triangle. Et en fait, je pense qu'il joue sur son profil de petit qui va vite, qui peut rentrer un peu entre les lignes. On l'a vu là, il dézonnait vachement face à Naples. Bon, comme tu dis, c'est un match amical. Hein. Mais il s'est arrêté en conférence de presse, en zone mixte. Il était hyper enthousiaste, il était super content. Il a vraiment envie de participer au truc. C'est intéressant d'avoir aussi cet enthousiasme dans l'équipe. Ça apporte ça aussi, les jeunes. Et puis oui, il bougeait. Techniquement, c'était pas dégueulasse parce que quand même Naples avait mis un peu de truc. Après, bon, voilà, c'est un amical, on va pas trop miser. Mais si tu dis que tu as Strootman, Gustavo qui vont être un peu ses patrons, cette sentinelle un petit peu, et qu'après tu as 2 milieux de terrain qui sont pour le moment sans son Lopez, sans qu'on n'ait pas l'abri que l'un des deux parte. Et que Lopez qui a quand même une bonne expérience. Remplace un de ces deux-là, et ben c'est pas mal. Je préfère voir rentrer Chabrol que Khaoui personnellement. Donc pourquoi pas. Allez, parfait. Attends, Philippe Ono, oui. on n'a pas parlé. C'est quand même le joueur, la référence du centre de formation. Il a été élu meilleur joueur de la réserve de la saison dernière, etc. Et lui, malheureusement, il était aussi dans le groupe pro pour faire mais il a été appelé et il a fait l'Euro U19. Donc lui, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il va trouver sa place? C'est peut-être lui qui pourrait être prêté pour revenir plus fort la saison prochaine. Allez, merci messieurs, merci Mourad, merci Nico, merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi pour la rentrée, la reprise. L'avant-match de cette première journée de Ligue 1, ce sera samedi au Vélodrome. On y sera aussi avec des nouveautés aussi. On va vous en parler un petit peu. On va lancer la saison tout au long de la semaine. Merci en tout cas de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et on va bientôt atteindre les 25 000, les gars. Vous savez ça? Vous savez ou pas? Bientôt 25 000 sur YouTube et on va devoir offrir un maillot. Et ouais. Tu ne devais pas offrir ta voiture toi aussi? Non, on va offrir un maillot de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, c'est même Jean-Charles qui doit l'offrir et le. Ah non, dédicacé, c'est pas 30 000 pour le dédicacé. Au final, il avait dit 25. Bon, on va s'arranger. Bon, Jean-Charles est en vacances. Jean-Charles est en vacances. On va s'arranger, je vais lui passer un coup de fil. Mais 25 000 maillots, c'est pour vous. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.